Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Donc Surfrider, c'est une asso qui est assez vieille. En fait, ça a été créé donc dans les années 85 à peu près aux États-Unis, donc sur la côte ouest des États-Unis, vers Malibu, enfin la ville qui est la plus proche, assez connue. Donc en fait, à la base, c'était juste des surfeurs qui ont décidé en fait de nettoyer leur spot de surf parce qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de déchets. Donc ils ont été rejoints très rapidement donc, par d'autres usagers de la mer, donc ils sont mis et donc juste la démarche citoyenne est devenue vraiment une ONG. Et cette ONG est arrivée donc par le mouvement des surfeurs à Biarritz, donc qui est un bon spot de surf et qui est arrivé donc à peu près dans les années 90. Donc c'est là où a été montée donc l'ONG Surfrider Foundation mais Europe. Donc Surfrider Foundation Europe, donc ça représente maintenant à peu près c'est une trentaine d'antennes en fait en Europe. Donc principalement en France, c'est là où on est le plus implanté. Donc comme là ici on est sur l'antenne Calvados. Donc toutes les antennes sont bénévoles. Au niveau du siège, il y a à peu près une trentaine de salariés. Donc il y a autant en fait au niveau de l'équipe du siège des juristes pour tout ce qui est juridique au niveau environnemental, que des océanographes, que des personnes sur la biologie marine, aussi des personnes sur la communication pour parler de tout ce qui est protection du littoral. Et donc l'antenne du Calvados, c'est toi qui l'as créée? En fait, l'antenne du Calvados a existé à peu près dans les années 2012, elle a été abandonnée. Elle a été reprise il y a à peu près 1 an et demi. Moi je l'ai rejoint il y a à peu près 1 an. Donc je connaissais Surfrider en fait depuis que je suis un peu plus jeune. J'ai déjà participé au Collect quand j'étais plus jeune. Et du coup quand j'ai vu que l'antenne s'est montée, ça m'a beaucoup intéressé. Je suis venu aux premières collectes et après j'ai vraiment adhéré à l'association et maintenant donc, je suis responsable de l'antenne locale. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, de votre profil, chacun à votre tour? Moi je suis bénévole depuis quelques mois seulement à la Surfrider. Les déchets, en fait moi j'y suis rentrée par les déchets parce que je travaille là-dedans, j'accompagne au niveau professionnel les entreprises dans la réduction du gaspillage, la gestion de leurs déchets, faire en sorte que il n'y ait plus dans leur poubelle que vraiment ce qui doit être jeté. Et du coup j'avais déjà une sensibilité à ce niveau-là. Et la Surfrider, moi j'ai découvert ça il y a 3-4 ans. J'avais participé à un festival qui s'appelle Ocean Climax à Bordeaux, parce que je faisais mes études à Bordeaux. Et donc là quand je suis arrivée à Caen il y a 2 ans, j'ai cherché à m'engager dans ce domaine-là. J'ai cherché une association qui faisait des collectes et c'est comme ça que je suis arrivée il y a quelques mois à la Surfrider. Moi, Karine, donc j'ai rejoint l'antenne cette année aussi au mois de mars-avril. Pourquoi j'ai toujours été sensibilisée au domaine de l'environnement, les déchets et l'eau aussi de par mes études. Moi, ce qui m'intéresse à la base, c'est la pollution de l'eau. Donc j'avais envie de me retrouver avec des gens qui ont les mêmes intérêts que moi en fait. Donc quand je suis arrivée à Caen, je me suis dit c'est parti, je me lance dans l'associatif parce que j'avais jamais passé le pas avant, donc là c'était l'occasion. Donc mes deux intérêts c'est les déchets et l'eau, donc Surfrider, les déchets et l'eau c'était parfait en fait pour retrouver ces centres d'intérêt là. Voilà. Donc Benoît, je suis depuis que je suis plus jeune, enfin vraiment proche du milieu marin. Enfin, j'ai fait un peu de surf quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de voile avec l'école, avec l'UNSS, donc j'ai toujours été baigné dans le milieu marin. Et maintenant je suis aussi moniteur de plongée, donc je suis vraiment toujours lié au milieu marin. Et en fait, voir en plongée, voir sur le bord des côtes, toujours un fort impact sur les déchets, retrouver de plus en plus de déchets, ça m'a vraiment donné un déclic, en fait, envie de m'investir et m'investir dans la lutte contre les déchets et sensibiliser du coup la population à ce que je connais en fait de l'environnement. Est-ce que vous avez eu une personne qui vous a incité à rentrer dans l'asso ou un événement de votre vie qui a fait que vous êtes passé à l'action? Moi je pense que c'est depuis que je suis petite, mes parents on a toujours recyclé, on a toujours composté, on a toujours tout fait. Pour moi ça me paraissait normal et je pense quand on arrive, j'ai toujours vécu à la campagne, quand on arrive dans les grandes villes, on se rend compte que les gens vont même pas jeter leur verre à la poubelle de verre, font pas le recyclage alors que c'est la base. Voilà, faut tourner vers le zéro déchet, mais pour moi ça c'était la base acquise par tout le monde et quand on se rend compte que en fait c'est pas le cas, moi c'est ce qui m'a poussée à rentrer dans une association et à faire partager ses convictions à soi et avec les autres en fait.
Et ben moi, maintenant que j'y pense, en fait, ça date depuis déjà un petit moment, puisque je me souviens qu'au collège, j'étais déjà celle devant qui il fallait pas jeter un papier par terre, mais je le faisais de façon un peu inconsciente, je crois. Et ouais, c'est ça. Non, oui, gentiment. Mais du coup, je pense que c'est arrivé après la conscience. J'ai réussi à mettre des mots sur ma sensibilité un peu plus tard, même beaucoup plus tard. Et du coup, ça fait seulement quelques années. Je pense que notamment, mes études à Bordeaux m'ont fait réfléchir sur ce que je voulais faire au niveau professionnel. Et c'est là que je me suis rendu compte que la gestion des déchets et la réduction du gaspillage, c'était vraiment des thématiques qui me touchaient particulièrement, que je voulais aller plus loin dans mon engagement. Et voilà, donc quand j'ai découvert la Surfrider et les collectes de déchets, ça m'a paru, ça avait du sens parce que c'est déjà des choses que je faisais quand j'allais me promener toute seule sur la plage ou ailleurs. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe, une balade collecte de déchets que vous menez? En fait, ce qu'on appelle les collectes, en fait, chez Surfrider, donc c'est des initiatives océanes. On peut pas appeler ça vraiment nettoyage de plage, ou enfin on appelle ça plutôt collecte et ça, initiative océane, parce qu'on veut pas dire qu'on est comme une entreprise de nettoyage de plage. Enfin, on n'est pas là pour nettoyer les plages. On est là vraiment pour sensibiliser vraiment le public à l'impact des déchets sur l'environnement. Parce que en fait, 100% des déchets qu'on retrouve en fait, sont d'origine humaine et 90% c'est vraiment du plastique qu'on retrouve. Et c'est vraiment là où on veut vraiment sensibiliser les gens. Donc le but c'est vraiment de communiquer avec eux, de parler avec eux, de voir pour eux d'où viennent les déchets, qu'est-ce qui pourrait changer chez eux. Est-ce qu'ils savent où est-ce que finissent les déchets quand ils mettent dans leur poubelle. Vraiment l'impact qu'ils en ont, quoi. Et c'est vraiment sur ça qu'on essaie vraiment de parler aux gens. En fait, le but c'est vraiment les sensibiliser, quoi. C'est pour ça qu'on c'est vraiment de la sensibilisation. La collecte de déchets c'est plutôt une sorte de prétexte pour pouvoir montrer aux gens où sont les déchets, qui sont pas à l'autre bout de la planète, qui sont juste devant chez eux. Et que il n'y a pas besoin d'aller très loin pour les trouver et qu'ils n'ont pas parcouru beaucoup de distance à partir du moment où ils ont jeté, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter sur des personnes qui étaient pas forcément au courant de tout ça et qui ont changé leur quotidien après vos explications sur d'où viennent les déchets C'est vrai, en fait, je l'ai vu en fait sur une collecte qu'on avait fait parce qu'on essaie maintenant d'organiser donc des pique-niques zéro déchet, donc avec l'Humanivelle que vous avez déjà rencontré. On essaie en fait de sensibiliser les gens donc au zéro déchet et du coup on avait fait une collecte et du coup on avait fait un pique-nique zéro déchet. Du coup il y avait quelqu'un qui avait ramené plein de choses pour le pique-nique, mais tout avec plein de petits emballages plastiques. Et en fait, elle ne voyait pas la relation entre ces déchets et les déchets qu'on pouvait retrouver. Elle ne se rendait pas compte en fait, de l'impact que ces déchets en fait, pouvaient avoir, ou est-ce que même si elle est jetée à la poubelle, en fait, qui pouvait finir dans la nature, ou le risque que ça pouvait avoir. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés Ouais, c'est souvent même sur les stands dans les festivals où on peut aller pour faire de la sensibilisation, où on nous dit ça sert à rien ce que vous faites, c'est une goutte d'eau dans l'océan, quoi. Et ça c'est hyper souvent, Oui. donc c'est compliqué. Mais bon, pour nous, l'initiative ça vient du citoyen, si tout le monde s'y met, moi je vois pas pourquoi les choses pourraient pas changer. Donc, mais ça c'est souvent qu'on a ce discours-là après. Mais mine de rien, par contre, quand on creuse un peu, ça commence souvent comme ça, les discussions. Et puis en fait, quand on commence à discuter avec les gens, tout le monde est d'accord. Au fond, tout le monde finit par dire oui, non, mais je suis d'accord, c'est vrai que c'est pas bien et c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets. Et puis moi, je fais attention. Mais par contre, ça sert à rien. Mais c'est pas toujours le cas, il y a des gens qui sont engagés et au contraire, parfois c'est bien, souvent des familles qui viennent, notamment des petits-enfants qui sont déjà super informés, qui connaissent plus de choses que moi sur la mer et ce qu'on y trouve ou sur les déchets. Et c'est ça qui est génial, c'est de voir que il y a des gens qui ne sont pas forcément engagés au niveau associatif, mais qui font déjà plein de choses de leur côté. Oui. Et à côté, il y en a d'autres qui peut-être ont besoin un peu plus d'avoir des informations, ou qui ont les informations mais qui font pas, comme le disait Benoît, la relation entre ce qu'on leur dit et ce qui se passe chez eux. Mais en fait, il suffit d'un petit déclic. Et si nous on en parle et qu'une semaine plus tard ils en entendent parler ailleurs et une semaine plus tard encore ailleurs, je pense que c'est là que le chemin se fait. Et c'est là qu'on commence à y penser, à se dire peut-être que en fait moi aussi j'ai ma part à faire. Et puis eux-mêmes après ils pourront transmettre. Ouais, c'est ça. Et... C'est parce que j'ai eu cette discussion-là que je vais discuter avec cette autre personne et puis finalement ça va faire des connexions dans ma tête et puis c'est comme ça que je vais changer. Enfin moi c'est comme ça que je le vois.
Il y en a beaucoup aussi, enfin, j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui parlent en fait que c'est pas leur faute en fait, l'impact sur les déchets, que enfin ils payent leur impôt, enfin ils payent leurs taxes pour les ordures ménagères et qu'en fait c'est à l'État de le gérer. Enfin, il y en a beaucoup qui jettent leur mégot, enfin, en leur en parlant, ils disent non mais il y a des employés qui sont là pour ramasser. Enfin, qu'en fait comme si on avait déjà payé un peu notre cotisation pour le traitement des déchets et qu'en fait c'était plus leur problème en fait. Comme si c'est vraiment se délester quand même complètement du problème en fait, plutôt essayer de l'ignorer. C'est plus les difficultés que j'ai ressenties. Mais en sachant que notre idée, c'est pas de rendre les gens coupables, mais responsables. C'est ça. C'est ça la nuance. Et c'est vrai que les rendre gens compte, se sentent parfois un peu agressés. Oui. Même on peut ne rien dire, mais parfois c'est juste par le comportement que les gens se disent je viens de jeter mon mégot, toi tu le ramasses juste à côté de moi, oui j'ai bien compris, ok. Mais on cherche vraiment pas, on veut juste faire prendre conscience aux gens que c'est important, mais c'est pas de la culpabilisation. Ça, je pense que c'est important de le dire. Après, on a aussi beaucoup le problème de l'image des surfeurs parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent Surfrider, vous êtes des surfeurs, donc si on veut venir, il faut être un surfeur. Vous êtes obligé de faire du surf. Est-ce que vous faites tous du surf? En fait, effectivement, le mouvement a été créé par des surfeurs, mais en fait, maintenant, il est vraiment destiné à toute la population et surtout aux usagers de la mer. On est tous à un moment un peu usagers de la mer ou d'un milieu proche de l'eau. On va tous à la plage, on aime tous aller à la plage l'été, on aime tous aller se baigner, on aime tous se mettre sur le sable, on aime tous aller faire un tour en bateau, on aime tous faire de la voile, ouais. Même si on aime le poisson, protéger l'environnement, c'est aussi protéger le milieu qui vit, les poissons, tout ce qu'il peut y trouver en fait. Donc c'est là où c'est vraiment important de ne pas prendre juste le mouvement juste pour quelques surfeurs, ou c'est vraiment une grande globalité en fait. D'ailleurs, le logo ne représente pas un surf, mais un bateau. Alors ça, c'est un peu un customisé en fait. Normalement, l'officiel c'est juste la vague en fait qui représente vraiment juste le milieu marin. En fait, il n'y a pas de logo avec un surfeur ni rien. En fait, c'est vraiment l'image en fait vraiment de la vague en fait qui représente le milieu marin. Voilà. Et par rapport à ce que vous disiez, que parfois le contact avec les gens n'est pas toujours facile, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez été découragé, où vous avez eu envie de tout arrêter, de sortir de l'assaut et d'arrêter ces actions? Non, ce qui est bien d'être dans une association comme ça, c'est qu'on est quand même avec des gens qui ont les mêmes sensibilités que nous, donc on va discuter des gens qui nous ont dit des choses et on va en discuter entre nous. Et moi jamais ça m'a découragée de toujours lutter pour cette cause-là, parce qu'on sait pourquoi on se bat. Et puis sur les quelques personnes qu'on trouve qui sont réticentes, on tombe quand même sur énormément de personnes qui nous disent c'est bien ce que vous faites, on va en parler, on va prendre une BD pour nos petits-enfants, pour les sensibiliser à leur tour. Non, jamais moi ça m'a découragée de quoi que ce soit. Mais moi je dirais même au contraire en fait, parce que si tout le monde était déjà convaincu, on serait pas là. C'est ça. Pour moi c'est quand je rencontre des gens qui sont pas du tout convaincus et qui me disent oui non ça sert à rien, ou moi je sais pas par où commencer, que là j'ai envie de sortir tous mes arguments et de dire non mais viens tu vas voir, c'est pas compliqué, on fait ça ensemble, et puis il y a des petits trucs que tu peux faire au quotidien, parce que de parler avec des gens qui font très bien, ça fait du bien. Mais au final, pour moi, c'est pas ça qui me motive. C'est justement de rencontrer des gens qui sont pas sensibles pour le moment, ou avec qui on peut discuter, voire débattre, parce que c'est ça qui est enrichissant et c'est comme ça qu'on se sent utile. Je trouve aussi que c'est vraiment un mouvement en ce moment de la société. On voit qu'il y a plus d'initiatives en fait, qui se créent en fait, sur quoi on a l'Humanivelle, on a la COP 5%, il y a plein d'assauts en fait, qui se montent, en fait, qui sont vraiment sensibilisés en fait, sur l'environnement, qui essaient de faire bouger les choses. On voit par exemple au niveau européen qu'on est en train d'interdire tout ce qui est plastique à usage unique. On sent qu'il y a vraiment, toute la société se rend compte qu'il y a des problèmes et qu'on essaie d'aller de l'avant. Il y a la marche pour le climat qui est en cours. Les gens se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Et du coup, on sent qu'il y a quelque chose qui émerge en fait, de tout ça, que les gens se rendent compte que ça va plus, qu'il faut changer. Et en fait, du coup, de sentir vraiment tout ce mouvement, en fait, du coup, c'est très valorisant, c'est encourageant et ça fait du bien. Et est-ce que le fait que finalement, au vu de l'évolution de l'environnement, tout ça,
Est-ce que vous n'avez pas été un peu découragé, enfin vous n'êtes pas parfois un peu découragé de voir que ça avance pas très vite finalement, dire au vu des dégâts quoi? Moi, ce que j'aime bien, c'est la réponse parfois, parce que les gens me disent souvent qu'il faut que ça vienne de l'État, faut qu'il y ait des législations qui se mettent en place, justement que ça n'avance pas vite au niveau de la législation. Ça permet de dire aux gens, vous voyez, l'interdiction ça va être en 2022, c'est encore dans 3 ans, il faut agir maintenant. Bon, c'est décourageant que ça n'avance pas plus vite au niveau de la législation, mais en même temps ça permet de dire aux gens, ça doit venir du citoyen, si nous on s'y met maintenant, on n'a pas besoin d'attendre que quelque chose se mette en place. Que ce soit légiféré, Donc quelque part c'est décourageant qu'il n'y ait pas des dirigeants qui imposent des choses un peu plus vite, mais ça nous permet nous d'agir maintenant et Si en parallèle. à partir du moment, enfin par exemple, je prends juste l'exemple des pailles plastiques, si les gens considèrent que maintenant les pailles plastiques, plus personne en veut, si on arrête de les consommer, si maintenant on se dit bah voilà, je veux que des pailles qui réutilisables, si tout le monde arrête d'en consommer, les industriels ils vont arrêter d'en produire, ils vont produire des pailles réutilisables, il va se passer quelque chose en fait. Enfin, on est vraiment des consommateurs où on a un pouvoir en fait là-dessus. Si on arrête de consommer un produit, il va être arrêté d'être fabriqué. Enfin, il n'y a pas de, c'est assez simple comme procédé. Donc en fait, montrer l'impact que ça a, ça montre vraiment jusqu'à où on peut aller. Et c'est pour ça que chez Surfrider, on a aussi une partie en fait, donc avec des salariés. En fait, il y a des lobbyistes du coup, qui sont à Bruxelles qui essaient de pousser les lois pour l'interdiction du plastique à usage unique. Enfin, tous les plastiques, tous les problèmes qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Il y a aussi des juristes pour tout ce qui est impact sur l'environnement, sur toutes les marées noires ou des sociétés qui peuvent polluer dans l'eau, du coup qui mènent des actions juridiques contre les entreprises pour qu'il y ait l'arrêt de ces parties-là. Donc on a aussi des océanographes, des biologistes qui permettent vraiment d'avoir une expertise vraiment du milieu et qui permettent en fait vraiment de nous soutenir au niveau local. Est-ce qu'ils font d'autres actions Surfrider en plus des collectes de déchets? Alors les collectes de déchets, c'est vraiment c'est vraiment à but pédagogique. Donc c'est vraiment sur ça qu'on se fait un peu reconnaître parce que du coup c'est un moment où on peut rassembler du monde, où on communique et ça parle vraiment aux gens parce qu'on était vraiment chez eux, au pied de chez eux, à ramasser les plages où eux ils vont se balader. Du coup ça permet vraiment de communiquer sur les problèmes des déchets. Mais le fond c'est vraiment en fait de sensibiliser les gens, donc à travers des ateliers comme on va être sur les ciné-débats où on monte des stands en fait pour sensibiliser les gens. Et du coup il y a aussi une partie sur la bétonisation du littoral. Du coup la bétonisation du littoral empêche beaucoup d'activités nautiques et aussi les gens de profiter vraiment du littoral. Il y a aussi donc la partie de pollution marine qui est le programme Ocean. Oui, ça a changé. Le nom a changé, c'était Gardien de la Côte, l'ancien nom. Coastal Defender. Coastal Defender, voilà, en fait, parce qu'ils ont passé sur un nom anglais parce que c'est plus européen. Et du coup, en fait, là, c'est Initiative Océane, pour résumer rapidement, en fait, il y a le site de surfrider.eu, il y a le site Initiative Océane qui permet à n'importe qui de créer une collecte. Donc, on trouve que sa plage est sale, qu'il y a beaucoup de déchets. On va sur le site Initiative Océane, on dit bah voilà, moi je vais créer une collecte à cet endroit-là, tel jour. Le site de Surfrider va envoyer un kit avec des gants, des sacs, un guide de l'organisateur qui va expliquer que pour organiser une collecte, il faut prévenir la mairie pour qu'ils mettent une benne à disposition. Faut aussi essayer de recontacter les assos locales pour voir si elles peuvent aider ou s'il y a des impacts, par exemple au niveau des oiseaux, au niveau de la faune locale. Et qui permet en fait de rassembler les gens et vraiment de créer une initiative citoyenne, que ce soit vraiment les gens qui y aillent en fait, que les gens puissent vraiment y aller. Et donc l'autre programme de protection de la côte, c'est si on remarque du coup qu'il y a une pollution, ça peut être une société qui déverse des produits chimiques dans la mer, qu'il y a un bateau qui balance des trucs dans la mer, là on peut prendre des photos, on peut contacter le service juridique de Surfrider. Donc c'est Surfrider Coastal Defender, qui est du coup on peut déclarer donc une pollution et le service juridique de Surfrider va mener un peu l'enquête et s'il y a besoin il va porter plainte contre le pollueur pour le faire arrêter et peut-être le faire condamner s'il y a besoin. Donc
C'est pour ça que c'est vraiment aller vraiment au bout des choses. Enfin, c'est pour ça que ça me plaît ce qui me plaît chez Surfrider, c'est qu'on sait qu'au-dessus de nous, il y a vraiment un vrai programme de sensibilisation au niveau du siège. Ils ont vraiment une exposition pour les enfants. On a des kits de communication un peu pour les enfants. Enfin, voilà. Et vous, en tant que bénévole, vous êtes polyvalent sur toutes les activités de Surfrider ou vous êtes affecté à une activité? Comment vous vous organisez? Vous avez un temps à donner ou vous faites comme vous voulez en fonction de vos disponibilités? Non, chacun fait comme il veut. Enfin, ça reste une activité bénévole, donc il y a plus ou moins d'implication et de temps donné en fonction du temps de chacun. Et ça peut être aussi variable selon notre activité professionnelle ou autre. C'est peut-être aussi une question de taille. On est pour l'instant, on est une petite antenne, donc on n'est pas encore structuré. Ça évoluera, j'imagine. Oui, puis c'est au niveau aussi connaissances qu'on peut avoir. Il y en a qui sont beaucoup plus de connaissances en fait sur le zéro déchet, sur la biologie marine, sur les impacts des déchets. Enfin, chacun apporte un peu sa petite pierre à l'association. Et du coup, ça permet aussi de partager nos connaissances, de parler du coup de l'impact des déchets, donner des petites astuces. Et ça nous permet en fait du coup quand on est sur un stand, que quelqu'un qui connaît mieux le zéro déchet, quelqu'un qui connaît mieux le milieu marin, en fait, du coup, de partager ses connaissances et du coup les partager du coup avec le public. C'est vraiment un échange de connaissances et puis après on essaie un peu d'aller sur un peu tous les activités. C'est pas qu'il y ait une personne qui fasse que ça, une personne qui fasse que ça. C'est vraiment essayer de mélanger un peu les compétences. D'accord. Et du coup, quelqu'un qui a aucun domaine de compétence dans aucun de ces domaines-là et qui a quand même envie d'être bénévole, est-ce qu'il a sa place? Complètement. Oui. Il faut juste être curieux. En général, quand on arrive là, c'est pas par hasard, mais c'est juste par conviction, ouais. Mais on peut partir de zéro et puis apprendre sur le tas. C'est ça. Au contraire, je pense que c'est encore plus enrichissant, Ouais. de venir juste sur une initiative et puis de se dire ah bah oui tiens j'avais pas pensé à ça. Et je pense que c'est des personnes qui vont être encore plus sensibilisées, qui vont encore plus vouloir communiquer, puis pour qui ça va être encore plus enrichissant. Et au contraire, moi, s'il y a des personnes qui connaissent pas très bien le milieu marin, leur en parler, moi c'est vraiment une passion, la biologie marine, le milieu marin, et en parler, moi ça me fait plaisir, et voir des personnes qui sont heureux de découvrir quelque chose qu'ils connaissaient pas, de se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose à côté de chez eux, que c'est pas juste la plage, c'est pas juste du sable, des rochers et la mer, quoi. Qu'il y a vraiment une vie, qu'il y a vraiment un écosystème, qu'il n'y a pas que ça. C'est très important, et puis c'est très intéressant. Et du coup, les gens qui voudraient devenir bénévoles, comment ils font pour vous contacter? Alors pour nous contacter, sur la page Facebook, donc Surfrider Antenne Calvados. Donc c'est le moyen le plus simple pour nous contacter. Sinon il y a l'adresse email de l'antenne, c'est antenne14@surfrider.eu. Et sinon on a aussi un Instagram, c'est Surfrider14. Et sinon ils peuvent venir aux collectes aussi, nous rencontrer directement. Voilà, venir directement aux collectes, aux animations, venir nous parler, on est toujours ouvert. Et ce qu'on a aussi en ce moment, en fait, vu qu'on a une grosse activité une bonne activité de lobbying environnemental au niveau du siège, en fait on a en prévision en fait, des élections européennes qui seront en 2019, un programme de consultation européenne des citoyens. Donc en fait le but c'est que le lobbying environnemental soit vraiment orienté par rapport aux citoyens. Parce que ce qui fait Surfrider, c'est le public, c'est les gens en fait. Et du coup, on a ouvert une consultation pour que les gens puissent donner leur avis. Donc c'est une consultation qui est vraiment orientée sur la pédagogie, parce que chaque question est expliquée. C'est vraiment donner ces orientations au niveau environnemental, si on préfère par exemple qu'il y ait des investissements plutôt sur le recyclage du plastique, et si on est plus par exemple pour l'interdiction du plastique, si on vraiment donner ses priorités. Ses priorités pour que en fait du coup au niveau des lobbies de Surfrider, on ait vraiment une image représentative de la population. Donc en fait pour faire cette consultation, en fait s'appelle Voice for the Ocean. Donc sur le site de surfrider.eu, vous pouvez retrouver en fait la consultation. Voilà. Il y a une question que je ne vous ai pas posée. Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien? Parce que vous avez tous un travail. Oui. Et du coup vous avez pas mal de temps pour l'association. Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de voir les choses, dans votre quotidien, comment gérer le temps? Ce que ça a changé déjà d'avoir... on a tous nos groupes d'amis mais qui n'ont pas forcément les mêmes préoccupations que nous. Moi d'être au contact de Surfrider, des gens de l'association, des autres associations aussi, parce que
Mais on se rend compte qu'il y a une petite communauté quand même avec des gens qui ont les mêmes préoccupations et j'ai beaucoup progressé dans le zéro déchet, enfin beaucoup plus que quand j'étais toute seule de mon côté, même en cherchant sur internet ou quoi, mais d'être vraiment au contact des gens, de prendre des conseils, moi ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma façon de consommer et dans ma vie personnelle. Et après on se rend compte aussi que s'investir dans une association, bah oui ça prend du temps mais finalement, ça prend du temps pour faire des choses entre guillemets bien, peut-être passer un peu moins de temps à regarder des séries. Je pense que je regarde beaucoup moins de séries qu'avant, bah au final, tant mieux. Donc moi, ça a vraiment changé ça dans ma vie quotidienne. Et que du bien, que en positif. Moi, je pense que ça allait vraiment dans le prolongement de mon engagement. Donc, au niveau du zéro déchet, j'ai un peu progressé aussi, mais je pense que dans tous les cas, j'étais déjà dans cette démarche-là. Après, je pense que c'est plutôt, oui, au niveau du réseau, comme disait Karine, de rencontrer des gens avec qui je peux discuter de ces problématiques-là. Et puis, et la satisfaction aussi personnelle, je pense, de m'engager et oui, d'être par exemple là le dimanche en plein air, à la plage, à ramasser des déchets plutôt qu'à rester chez moi et à faire autre chose. Ouais, c'est vraiment, par exemple sur les collègues comme ça, c'est vraiment aussi la rencontre avec les gens. Même des personnes qui sont venues séparément se mettent à parler entre elles, vraiment, puis dans un cadre agréable. Là on est quand même, il fait un peu froid, on est au mois de novembre, mais il y avait aujourd'hui un très beau soleil, c'est vraiment agréable d'être sur le bord de mer. Savoir en plus qu'on fait une bonne action, savoir être avec des gens, c'est vraiment un moment très agréable en fait avec les personnes. Donc, voilà, c'est aussi tout le partage. Les êtres humains sont vraiment faits pour vivre dans un milieu social et du coup partager tous ces moments, c'est toujours important. Donc ça c'est le petit objet qui a été retrouvé il y a un peu plus d'un mois sur une collecte à Honfleur. Du coup je l'ai conservé parce que ça m'a fait beaucoup rire en fait de le retrouver et du coup j'aime bien à chaque fois le montrer à des enfants pour vraiment montrer ce que c'est. Et du coup beaucoup d'enfants ne savent pas ce que c'est. Et savoir qu'on retrouve quand même des déchets qui ont arrêté d'être produits, je pense, il y a à peu près 20 ans, les retrouver comme ça dans la mer, c'est vraiment signe en fait que le plastique a vraiment une durée de vie très forte. Et en fait, il va juste se décomposer tout doucement, donc en polluant les océans. Et ça montre vraiment la longévité du plastique, malheureusement. Donc c'était vraiment le petit objet un peu collector. Est-ce que vous avez un modèle inspirant, un livre à conseiller En livre, il y a la famille zéro déchet. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc si on arrive à réduire ces déchets, forcément ça aura moins d'impact sur l'environnement. C'est vraiment la clé de la solution. Et du coup je trouve que la famille zéro déchet, le challenge est très haut, le zéro déchet, mais je trouve que faut y venir doucement. Il y a pas de, faut pas se dire du jour au lendemain je passe zéro déchet. Le but c'est y venir doucement, se rendre compte des choses. Et je trouve que le livre de la famille zéro déchet, il est très bien parce qu'il propose plein de petites astuces, des petites recettes, très simples avec plein de produits qu'on a presque tous dans le placard et ça permet aussi de faire des économies. Donc en fait ça a aussi un vrai rôle. Et je trouve que c'est un bouquin vraiment très intéressant. Ils ont sorti aussi une version pour enfants et je trouve qu'il y a plein de petits conseils qui me semblent vraiment très logiques. D'ailleurs, dans la même lignée, vous allez sortir une application. Voilà, donc il y a l'application Ocean Zero qui va arriver normalement la semaine prochaine. Donc en fait, c'est parce que c'est une semaine c'est la semaine de la réduction des déchets au niveau européen. Donc c'est vraiment un moment assez important pour nous et du coup l'application va être vraiment orientée dans les personnes qui ne sont pas du tout zéro déchet, qui n'ont pas de connaissances dedans, et vraiment avec des petits challenges simples. En fait, le premier challenge, c'est conserver un sac en tissu dans sa voiture. Alors pourquoi se dire quand on va faire les courses, on aura toujours ce petit sac, on va éviter de reprendre un sac. Voilà. C'est le premier challenge, c'est vraiment quelque chose de très simple, très abordable pour tout le monde. Et du coup c'est vraiment au fur et à mesure des petits challenges pour s'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Il n'y a pas de conviction à changer les gens du jour au lendemain, c'est vraiment suivre les gens tout doucement en fait. Oui, il y a plein de reportages. Il y a plein de reportages en fait sur la pollution plastique. On peut retrouver un paquet sur internet, dont l'envoyé spécial qui était passé sur le plastique, qui me parle bien des impacts sur le plastique. Le documentaire qui est justement passé au ciné-débat. Voilà, au ciné-débat en fait, qui va repasser vendredi. En fait, c'était l'Infrarouge qui est passé après l'envoyé spécial en fait sur le plastique, qui est Ma vie zéro déchet. Donc c'est un journaliste qui
qui sur, je me rappelle plus de la période, mais en fait sur une période en fait essaie de passer au zéro déchet, en fait vraiment aller jusqu'au bout de la démarche. Et du coup il montre toutes les difficultés, de vouloir changer trop vite, mais ça montre en fait que tout est abordable. Il n'y a pas de, tout est abordable en fait. Il n'y a pas besoin de connaissances spéciales en fait. Tout arrive au fur et à mesure. En cherchant, on finit toujours par trouver. On a beaucoup d'outils en fait. Internet, c'est vraiment une mine d'or pour le zéro déchet. On peut vraiment trouver plein d'astuces, beaucoup de petits commerces en local se lancent à fond dans le vrac, par exemple la maison du vrac à Caen, qui est vraiment un endroit où ils proposent plein de petites choses. Ils ont toujours tous les produits qui sont en vrac, mais à côté de ça, ils montrent des pailles en bambou, ils montrent les savons, ils montrent plein de choses, et ça permet vraiment d'avancer, qu'on peut avoir des idées. On est une dizaine à peu près au niveau de l'antenne de bénévoles, ça roule un peu, chacun donne un peu le temps qu'il veut, mais si on a envie de se lancer, il ne faut pas hésiter. Il n'y a aucun engagement, si on a envie, il faut se lancer. Puis se renseigner sur la vie associative qui peut déjà exister dans la ville, parce que oui. Il existe beaucoup de choses et si on ne va pas chercher, on ne tombe pas forcément dessus en fait. Et au quotidien, je dirais ne pas hésiter à essayer, notamment chez les commerçants, à essayer d'arriver avec son contenant, à essayer de dire non à un sac, parce que ça c'est un truc que j'avais du mal à faire au début, que maintenant je fais systématiquement, et on a l'impression de les embêter, mais en fait on les embête, on peut les embêter, mais c'est quand même relativement rare, et en général ils sont contents, parce que quand on ne demande pas de sac plastique, eux ne nous en donnent pas et ça leur coûte de l'argent, de rien. Et puis parce qu'ils sont contents parfois juste de la démarche, ils sont aussi sensibles. Et en général c'est plutôt l'inverse. Les commerçants qui essaient de sensibiliser leurs consommateurs ont tendance à dire la plupart des gens ils veulent leur sac plastique ou même leur sac craft. Et pour moi c'est vraiment une première étape d'aller chez son commerçant avec son contenant. Et franchement la plupart sont réceptifs et bienveillants. Et en plus ça permet de lancer la conversation parfois et c'est plutôt sympa. Et puis comme ça donne l'exemple pour le consommateur qui est derrière et qui attend sa baguette de pain. Mais il faut quand même préciser un verre sans paille. Oui, il faut y penser bien avant parce que sinon ils arrivent et c'est trop tard. une fois que c'est fait, c'est trop tard. C'est un peu le problème, c'est d'essayer d'anticiper toutes ces choses qu'on nous met alors qu'on ne les a pas demandées, mais on nous a créé un besoin et systématiquement. Et on achète dur, le moindre. Dans les magasins de fringues, le moindre petit article que tu peux acheter, pas le temps de retourner la tête, ils ont déjà mis dans un sac plastique et ils ont oublié qu'on pouvait juste le prendre. C'est anticiper un peu là-dessus, c'est pas toujours ça. Mais si on a envie de bouger les choses, c'est comme avec le mouvement, on est prêt en fait. De ceux qui ont lancé, il est encore temps. Et du coup c'est vraiment montrer que on peut tous, il n'y a pas de barrière en fait, on peut tous faire quelque chose, il n'y a pas de petits gestes. Ramasser juste un déchet dans la rue, on n'a pas adhéré à une association, on n'a rien fait, mais on a fait ce petit geste. C'est rien, on a juste ramassé, on a mis dans la poubelle. C'est rien, mais c'est un début de quelque chose, c'est un petit quelque chose, et sans le savoir on agit, on est tous voilà. Et puis parler autour de soi. Moi, le nombre de personnes qui me disent « Ah Karine, ils ont parlé de Surfrider à la radio ». Je pense que si jamais on leur avait parlé de l'association, ils n'auraient pas fait attention parce que on se rend bien compte dès qu'on nous parle de quelque chose, après on en entend parler. Donc bon, c'est vraiment parler autour de soi. Moi, les gens, mon entourage, ils me disent « Ah, j'ai fait ça parce que tu m'as dit que… ». C'est vraiment lancer le mouvement parce qu'après, c'est comme les gens qui viennent sur les collectes. Nous, on les sensibilise, ils vont peut-être sensibiliser d'autres personnes. Mais en fait, c'est faire ça dans son quotidien et de façon bienveillante, et je crois que tout le monde en est content après. Je dis ça doit pas l'air d'être du plastique quand même. Ça c'est une algue. Non, c'est pas une algue. C'est un œuf aussi. Ah, un œuf aussi. C'est un œuf de raie, c'est un œuf de poisson. D'accord. Donc il faut savoir que la raie ça fait partie de la famille des roussettes et des requins. Et donc des œufs de requin ça ressemble à ça, un peu plus grand. Sauf qu'une grosse partie des requins en fait les garde à l'intérieur pendant la croissance de l'œuf, en fait, avant qu'ils sortent. C'est pour ça qu'on voit très peu les œufs de requins sortis, parce qu'en fait ils gardent à l'intérieur, c'est la partie des espèces qui les gardent. Et là quand c'est frais c'est plutôt vert et un peu mou, non? Alors quand c'est dans l'eau, ça a plus cette couleur là et c'est tout mou. Oui. C'est plus quand ça sèche, quand ça arrive du coup sur le bord, que ça sèche et que ça devient dur comme ça. Donc en fait les raies sortent par le petit bord là. Du coup ça a séché, ça a durci, mais elle est sortie par là en fait.
D'accord. Vraiment juste par le bord. Il y a aussi celui-là. Ça, c'est l'angle de sèche. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble une sèche? Bah, c'est un poisson plat. Alors une sèche, c'est un mélange entre un calamar et une pieuvre. Ah, d'accord, bon, bah, non, c'est juste à côté. En gros, ça ressemble vraiment à un calamar et en fait avec le bout des tentacules. Mhm. Et en fait, ça a la particularité, en fait, comme une pieuvre, en fait, de jeter de l'encre pour se cacher quand c'est près d'un prédateur. Ouais. Alors, on dirait. Alors il est cassé. Ah, c'est un oursin. Ah, voilà. C'est bon. Alors, ça c'est les oursins qu'on se retrouve chez nous, parce qu'en fait les oursins qu'on voit beaucoup avec les gros épines noires, en fait c'est les oursins de roche. Ouais. Donc ça c'est des oursins de sable, en fait qui ont plus plein de petites poils. Vous voyez, on voit un peu ici. Ah oui. En fait ils vivent enfouis dans le sable, c'est pour ça qu'on les voit jamais. On les voit quand ils sont morts en fait, et du coup il y a leur os qui se rejette au bord. Voilà, donc ça c'est un escargot de mer, Ouais. sauf qu'il y a une particularité en fait. Donc la question c'est qu'est-ce que mange un escargot de mer? Des petites algues. Voilà, donc les escargots de mer, comme les escargots de terre, en fait, mangent beaucoup de végétaux, sauf celui-ci, qui est, en fait, c'est de la famille des natis. En fait, c'est les seuls escargots de mer qui sont carnivores. Donc, je sais pas si vous avez déjà retrouvé en fait des petites coques, enfin, ou d'autres comme ça, où il y a des petits trous. Ouais. Ah, et c'est eux qui viennent. Alors, la natis a un petit acide, vu que c'est calcaire. Donc elle vient sur les coquillages, elle fait un petit trou du coup en mettant son petit acide, elle envoie du sucre digestif dans le coquillage et elle aspire. Donc elle mange les autres coquillages. Donc en fait, il faudra en mettre dans la bouilloire pour détartrer la bouilloire. C'est un peu ça. Il y a celui-là, mais celui-là ne vient pas d'ici, en fait il vient de la Manche. Ah, et les petits trous là, c'est. C'est pour respirer, en fait ça fait partie de la famille de tout ce qui est collé sur les rochers, donc tout ce qui est patelle, enfin chapeau chinois. Ouais. Donc en fait la particularité en fait, c'est que c'est nacré à l'intérieur et c'est des ormeaux. Donc on trouve ça Ormeaux plutôt ormeaux. On trouve ça plutôt dans le Cotentin. C'est très prisé, ça vaut très cher, ça vaut dans les 400 € le kilo. La pêche est très réglementée, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais voilà, c'est juste très joli parce que c'est nacré. Et donc après il y a tout ce qui est déchets. Donc ça fait partie des déchets qu'on a retrouvés il y a un mois à peu près sur une collecte à Honfleur. Donc ouais, ça peut montrer en fait la persistance du plastique en fait dans l'environnement. Ouais, Donc- parce que ça doit dater ça. Ouais, et Tout à vous fait. pouvez voir en fait que ça a été colonisé. En fait tout ça c'est des colonies de bryozoaires, en fait la partie la plus primitive des animaux marins qui ont colonisé en fait du coup le plastique. Et on peut voir que tout ce qui s'est passé en fait c'est que ça s'est usé. Enfin, Ah, et c'est pas que ça s'est cogné contre les rochers et que. c'est le sable qui a frotté. D'accord. Et en fait, le plastique réagit beaucoup en fait aux UV. Donc en fait, ce qu'il fait se disséminer dans l'océan, c'est le fait que ce soit salé, le fait du sable qu'il frotte, et surtout les UV qui tapent dessus. Parce que même dans les bouteilles plastiques, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, en fait, dans l'eau dans les bouteilles, il y a une contamination par l'intérieur du plastique parce que dès que le plastique est exposé aux UV, il y a une partie qui se dégrade à l'intérieur et du coup qui se retrouve dans les contenants, enfin dans les produits qui sont à l'intérieur. Et donc, il y a la boîte qui fait moins rêver. Et celle-là. Donc là, c'est un petit cocktail de tout ce qu'on retrouve. On en parlera après. Donc, les pailles. Donc, on a vu beaucoup les effets. Il y a eu beaucoup de vidéos, d'images sur les pailles tortues. dans le lait des tortues. Voilà, tout ça. Mais c'est beaucoup les oiseaux qui les mangent. Ah oui. Oui. Ils arrivent à manger la paille. Ah, ils dans avalent les- tout, en direct. Hein. Enfin, les oiseaux peuvent avaler un poisson comme ça, Ouais. donc une paille. Ouais. Donc en fait, on n'a pas prévenu les mammifères, enfin les animaux marins qu'il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas manger dans la mer. Donc en fait, le problème de tout ce qui est plastique et tout, c'est qu'ils les avalent et ils n'arrivent pas à les digérer. Ça reste dans leur estomac. Ils ont un sentiment de satiété parce que leur estomac est plein et ils meurent des fois de fatigue parce que du coup, ils ont plus de force en fait. Donc ça a beaucoup. Et le fulmar est l'oiseau le plus représentatif parce que c'est celui qui mange le plus de plastique. Et en fait, ils en retrouvent beaucoup sur les côtes. Et quand ils les ouvrent, dedans, ils retrouvent facilement une trentaine de plastiques différents, de types de plastiques différents. Donc des billes de plastique, des bouts de polystyrène, enfin un peu de tout. Et est-ce qu'il y a des plastiques qui sont digérés et qui se retrouvent dans l'organisme du coup et qu'on mange après en fait quand on parle des microparticules de plastique. Les microparticules, c'est qu'on- plus quand elles vont se disséminer, en fait, quand le plastique va se fragmenter, vraiment en toutes petites particules, parce plus que le par plastique les fait UV, ça. quoi, comme je vous disais tout à C'est ça. l'heure. En fait, le problème du plastique, c'est à partir du moment où on le voit plus. Au moment où on le voit plus,
C'est là où il peut être très facilement mangé par tout ce qui est filtreur. Par exemple les moules, les coqs, tous ces animaux-là en fait sont des filtreurs. Donc en fait ils vont filtrer l'eau et ils vont retenir ce qui est dans l'eau. Donc en fait les microparticules ils vont les retenir. Donc c'est aussi pour ça que par exemple il y a beaucoup d'endroits où il y a des interdictions de pêche par exemple des moules, parce que si là par exemple près des estuaires, la pêche souvent est interdite parce qu'il y a toutes les stations d'épuration qui rejettent les eaux usées. Souvent il y a encore des bactéries dedans et du coup quand elles filtrent, elles gardent les bactéries. Donc c'est pour ça que des fois qu'on peut être malade avec les fruits de mer, c'est quand il y a des bactéries. Voilà. Donc en fait ça montre vraiment que même juste une bactérie, elle les retient, donc les microplastiques ils les retiennent aussi. Donc en fait il y a des pollutions donc, sur les microplastiques, donc sur les filtreurs, sur les poissons, parce que les poissons en fait ils passent leur temps aussi à gober de l'eau pour en fait avec leurs branchies extraire l'oxygène de l'eau. Et du coup ils se retrouvent avec du microplastique un peu partout dans l'organisme. Ils avalent aussi du plastique parce qu'ils prennent ça pour un petit poisson, pour une petite chose qu'ils peuvent manger. Et du coup ça se digère un peu dans l'estomac et ça se retrouve après dans les poissons, donc indirectement on en mange. Tu manges du poisson? Oui. T'as pas peur de ce que tu peux avoir dans la terre du poisson? Si, forcément, ouais. Après faut s'y réfléchir, tout ce qui est. Le but c'est aussi de modérer sa consommation, comme pour la viande, comme beaucoup de choses. Je pense qu'il faut vraiment modérer sa consommation. Comme je sais pas si vous connaissez la colline aux oiseaux à Caen, c'est un ancien site d'enfouissement. Ah non, je sais. Il y a un endroit de la colline aux oiseaux, en fait, vous pouvez voir, il y a une paroi vitrée où ils montrent en fait les couches de déchets qu'on voit. En fait, c'est l'ancien site d'enfouissement de Caen-la-Mer avant qu'ils installent l'incinérateur. Donc en fait, c'est des montagnes de déchets qui ont été recouvertes par le belette. Et les plantes, elles poussent là-dessus. Oui. Voilà. Ils sont jolis, mais en fait. C'est un ancien site d'enfouissement. Parce que là, ça va, on est sur Caen-la-Mer, Côte-Fleurie, en fait, tout ça va à l'incinérateur de Colombelle, qui est un très bon incinérateur parce qu'il est très bien conçu et il permet de fournir tout ce qui est chauffage et eau chaude pour toute Hérouville. Donc c'est vraiment une valorisation de l'incinération. Mais dès qu'on sort un peu de cette zone-là, c'est que de l'enfouissement. Donc en fait, c'est par exemple à Nonant-le-Pin, ils ont beaucoup manifesté pour pas qu'il y ait assez d'enfouissement sur GDE. Mais c'est quoi Nonant-le-Pin, c'est dans l'Orne. C'est une ville en fait qui est très où il y a beaucoup d'élevage de chevaux. Et du coup, il y avait une grosse manifestation pour pas qu'il y ait de sites d'enfouissement qui soient mis. Et en fait, du coup, c'est juste qu'ils l'ont mis ailleurs. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent plus quoi faire des déchets, quoi. Donc en fait, quand la mer insiste pour réduire ces déchets, parce qu'ils aimeraient inclure les autres communes qui sont limitrophes pour le site d'incinération, parce que pour le moment, ils sont saturés au niveau incinération. Donc pour venir nous rejoindre, pour venir voir ce qu'on fait, toutes les choses. Juste là. Juste là.